Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode spécial Halloween. Aujourd'hui, je vous ai préparé un concept qui va consister à vous proposer 3 types de marathons Halloween. Le premier qui va être destiné plutôt aux familles et aux enfants environ entre 6 et 10 ans. Le deuxième qui va être des films d'horreur plus classiques. Et le troisième, des films d'horreur vraiment hardcore, donc qui ne s'adressent pas à tous les publics. Donc voilà, le but c'est de vous proposer des soirées Halloween cinématographiques plutôt chouettes et variées. Et un peu pour tout le monde en fonction de vos goûts et de avec qui vous regardez les films. Donc on va commencer tout de suite avec le marathon film d'horreur familial. Donc ça, c'est vraiment pour les enfants entre 6 et 10 ans. Et évidemment que j'ai choisi des films qui vont plaire aussi aux plus grands d'entre vous, aux adultes, aux parents, etc. pour que tout le monde puisse prendre du plaisir. Donc le premier film pour entamer ce marathon, c'est le classique de Henry Selick, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est dessiné par Tim Burton, c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est un film de Tim Burton, mais en réalité au dernier moment, il a délégué la réalisation du film à Henry Selick, parce que le tournage de son film Batman avait pris plus de temps. Donc c'est Halloween à Halloween City, mais Jack a un petit coup de blues, il en a un peu ras le cul d'organiser des fêtes d'Halloween tous les ans depuis qu'il est né. Et donc en pleine crise existentielle, il va se retrouver propulsé par erreur dans le monde magique de Noël. Complètement émerveillé par la ville de Noël, de retour chez lui, il va essayer d'importer cette fête à Halloween City, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un univers magnifique, d'une grande richesse, très poétique et en même temps très divertissant. C'est un film que j'ai revu il y a vraiment peu de temps, donc j'ai vraiment les deux niveaux de lecture, celui d'aujourd'hui et celui de quand j'étais enfant. Le film saura autant effrayer les enfants que les faire rêver, et croyez-moi, ils s'en souviendront dans 15 ans. Quant à vous, adultes, parents, vous vous laisserez porter par les musiques, puisque le film n'est quasiment pas parlant, c'est de la chanson presque tout du long, mais on ne se rend pas compte tant les détails graphiques sont magnifiques et tant il y en a. Les musiques sont d'ailleurs composées par Danny Elfman, qui est également la voix de Jack Skelton sur tous les passages chantés. Et Danny Elfman, c'est pas n'importe qui, puisque c'est aussi le compositeur de tout un tas de films plus ou moins connus. L'étrange Noël de Monsieur Jack, de la maîtrise à l'image, à la musique, dans l'interprétation, dans l'écriture et dans la moralité. S'il compte assurément parmi mes films préférés, il est aussi une parfaite introduction à l'univers de Henry Selick et de Tim Burton, puisqu'encore une fois, Tim Burton est à l'écriture et au dessin. Ensuite, petite pause pipi, chocolat chaud, petit club pour les parents et on peut directement passer au film suivant, j'ai nommé Wallace et Gromit et la malédiction du lapin-garou. On ne vous présente plus le duo iconique formé de Wallace, un homme tendre mais un petit peu naïf, et de son chien, Gromit, doué d'une grande perspicacité et d'un sens de la loyauté à toute épreuve. Sorti en 2005 et réalisé par le grand Nick Park, Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou, c'est le premier long métrage de Wallace et Gromit. Il met en scène nos deux loustics se lançant aux trousses du mystérieux lapin-garou, un lapin géant qui agit de nuit pour ravager les potagers de la ville alors que le concours du plus gros légume approche à grands pas. C'est donc un film drôle, plus lumineux et plus bonne ambiance que le premier, mais qui met tout de même un pied dans le menaçant et notamment dans l'univers du zombie, donc parfait pour Halloween pour les enfants. Vous, parents, vous allez vous délecter de l'humour anglais ravageur de nos deux héros, de leurs dialogues truffés de jeux de mots en tout genre, que ce soit dans la VF et dans la VO d'ailleurs, et de la brochette de personnages secondaires du film. Quant à vos enfants, ils verront les premières scènes d'horreur de leur vie dans la joie et la bonne humeur. Pour une critique approfondie et une plongée en profondeur dans l'univers fascinant de Wallace et Gromit, je vous redirige également vers le podcast de Tom Anime, puisqu'on y a consacré un épisode entier au tout dernier film de Wallace et Gromit, sorti sur Netflix en 2024 et qui avait été nommé au César dans la catégorie meilleur long métrage d'animation. 1h25 plus tard, il est 20h et on peut passer au film le plus effrayant de ce marathon jeune public avec le terrible Coraline. Donc c'est à nouveau Henry Selick qui est revenu pour traumatiser tout le monde. Donc là, vous pouvez oublier la beauté qui irrigue l'étrange Noël de Monsieur Jack et toute sa poésie et vous envoler vers un univers beaucoup plus cru, beaucoup plus glauque et beaucoup plus crade, puisque Coraline, une petite fille solitaire, y est elle-même propulsée par hasard au détour d'une trappe dans la grande maison dans laquelle elle vient d'emménager avec ses parents. Dans cet univers parallèle, tout lui paraît plus beau, mais tout s'avérera plus hostile. Sorti en 2009, ce film a traumatisé toute une génération en jouant insidieusement sur son graphisme enfantin pour effrayer ses spectateurs. Coraline transforme un outil d'atténuation de la peur, habituellement, qui est le dessin, donc dans les deux films précédents par exemple, en un élément d'horreur en lui-même, puisque les dessins de Coraline
sont vraiment plus froids et participent grandement à l'horreur du film. L'ambiance de ce film saura faire vivre un vrai moment d'épouvante aux plus jeunes d'entre vous et saura mettre mal à l'aise les plus âgés. Je l'ai pour ma part rattrapé très tard puisque je l'ai vu pour la première fois à 21 ans et j'ai flippé comme une petite merde, donc il n'y a pas de raison qu'il en soit pas de même pour vous et vos rejetons. Il est 21h40, on envoie les petits se coucher pour passer aux choses sérieuses avec un vrai marathon de 3 vrais films d'horreur qui ne sont donc plus adaptés aux enfants. Pas de Smile, pas de Human Centipede et encore moins de La Nonne ou de La Dame Blanche. Ici, on est là pour vous conseiller des films, des vrais, des bons, faits avec le cœur et c'est le cas de Splinter. Film sorti en 2008 et réalisé par Toby Wilkins qui est un réalisateur très anecdotique puisque après Splinter, il réalisera le 3e volet de The Grudge, dont le premier est d'ailleurs un film d'horreur de très bonne facture. Mais après cet échec retentissant, il arrêtera sa carrière subitement. Il nous aura néanmoins gratifié de la mise en scène efficace et de l'histoire d'un couple américain dont le départ en vacances va se retrouver compliqué par un braquage fait par 2 personnes, un couple également. Mais nos 4 personnages vont être contraints de s'allier pour combattre une menace encore plus grande, constituée d'échardes mortelles qui s'appliquent sur le corps et qui se diffusent comme une traînée de poudre. Splinter, c'est un quasi huis clos ultra efficace dans une station-service, c'est une mise en scène hyper inventive et des dialogues drôles. Et c'est aussi un box-office à seulement 500 000 $. Donc là, vous devez commencer à vous dire, c'est quoi ta merde? C'est un premier film d'un gars qui a coulé dès le deuxième, qui se passe dans une station-service et qui a ramené seulement 3 tondus en salle. Je comprends, mais faites-moi confiance. Splinter, c'est original, il y a de l'action et de l'action bien filmée. Ça se prend pas pour autre chose que ce que c'est-à-dire un divertissement horrifique, simple et efficace de 1h22. La tension monte bien vis-à-vis de ce mystérieux virus aux échardes fatales et le film est un mélange intelligent d'épouvante et de film à suspense. Il est 23h15, vous avez eu 10 minutes de pause et il reste le dessert et la tisane pour aider à la digestion de vos estomacs saccagés par le fromage fondu et l'alcool. Ça veut donc dire que vous avez largement 89 minutes à consacrer à Southbound. Film à l'initiative du collectif de réalisation d'horreur Radio Silence et réalisé en 2015. Le film a bénéficié d'un parcours assez remarqué en festival, mais d'une diffusion en salle plutôt discrète. Southbound, ou 666 Road selon les versions, c'est un film à sketch, donc un film qui n'a pas un début et une fin, mais plutôt un rassemblement de plusieurs courts-métrages unis par une ligne directrice. Ici, la ligne directrice, c'est la 666 Road, donc une route maudite, qui joue sur les traumatismes et l'esprit de ceux qui s'y arrêtent. Le film est intéressant car chaque sketch horrifique a son ou sa réalisatrice et donc sa personnalité, ses ressorts et ses mécanismes d'horreur. Néanmoins, tous ces gens se connaissent car ils font partie du même collectif ou en tout cas gravitent autour. On a donc un tout cohérent et homogène dans son univers, mais très varié dans ses thématiques et ses mécanismes horrifiques. En termes d'horreur et de peur, on est sur un 6 sur 10, 0 étant évanoui et 10 un truc irregardable que j'ai pas encore vu. Mais c'est parfois flippant, c'est parfois gore et c'est parfois juste kiffant, mais ça reste de l'horreur fait par des puristes de l'horreur et c'est super agréable à regarder. Et enfin, vers 1h du matin, tout le monde n'est pas fatigué, donc pour finir la soirée en beauté, je vous propose un film un peu plus chill en termes de trouille, mais extrêmement intéressant en termes de cinématographie, c'est The Bay, réalisé par Barry Levinson. Après qu'un mystérieux phénomène ait tué d'innombrables poissons et de nombreux habitants d'une petite station balnéaire du Maryland aux États-Unis, le gouvernement américain a étouffé l'affaire comme il a pu. Mais quelques années plus tard, des documents compromettants fuient. Composés de vidéos amateurs provenant de tous les outils numériques sur place, donc appel FaceTime, journal télé, conférences de presse, etc., elles ont été assemblées pour relater au mieux ce qui s'est passé cette nuit-là. Et ce montage effréné de vidéos amateurs, c'est The Bay. Un film en phone footage complètement chaotique et terriblement efficace, gore à souhait et rythmé à la perfection. Le réalisateur de Rain Man et Good Morning Vietnam s'essaye à l'épouvante et ça fonctionne. Ni trop flippant, ni trop long, c'est un film idéal pour terminer votre marathon. Les plus courageux d'entre vous seront restés jusqu'à ce stade de la vidéo, ce qui signifie que vous êtes assez courageux pour voir les films dont je vais vous parler maintenant. Il est 1h30 du matin et ces films font partie de ce que j'appelle c'est le musée des horreurs, c'est de la violence gratuite, de la torture psychologique, du cynisme et de la provocation, bref, tout ce qu'il y a de pire, mais c'est bien. Parce qu'on est là pour échanger de la qualité, pour s'élever les uns les autres, donc les films que je vais vous proposer ici sont des films auxquels je trouve un véritable intérêt cinématographique. Le premier d'entre eux s'est rendu célèbre en France il y a un an grâce à son 3e opus, qui a été le premier film interdit aux moins de 18 ans depuis longtemps. Récemment, on avait eu Love de Gaspard Noé, VHS, réalisé par nos joyeux lurons de Radio Silence, dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore Saw 3 et Saw 7, mais bon voilà, ça arrive pas tous les ans non plus. Bref, vous l'aurez compris, il s'agit du premier volet de la saga Terrifier réalisé par Damien Leone. Est-ce que c'est une excuse pour défendre Terrifier face au flot de critiques venus de toutes parts, que ce soit des puristes
de l'horreur, des néophytes ou de je ne sais pas quel paumé venu voir le film en salle et qui est sorti au bout de 30 minutes parce que moi j'aime bien le gore mais là ça n'a aucun intérêt ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr, si tu aimes le gore, tu aimes Terrifier, parce que Terrifier, c'est le gore, c'est assumé, c'est le projet, c'est dit et martelé. Et on voit que le mec se cache pas. L'idée, c'est de dire j'adore les effets visuels, le maquillage, les masques, j'adore les utiliser pour créer du dégueulasse, et en étant un peu malin, je peux vous faire un film juste avec ça. Et pour moi, c'est réussi. Parce que oui, Damien Leone, de base, c'est un mec des effets visuels, mais c'est aussi un ado prépubère un peu chelou qui a peut-être tué quelques animaux quand il était enfant et qui adore les films d'horreur. Et comme tous les enfants, il a voulu s'amuser. Alors il a créé son personnage, il a créé un méchant, un psychopathe prénommé Art le Clown, le mal incarné, le serviteur du diable. Il l'a foutu dans son premier court-métrage, puis dans son deuxième, puis dans son troisième, puis ensuite il a trouvé les financements pour un premier long-métrage, et vu que ça a marché, il l'a mis dans son deuxième, dans son troisième, et puis il le mettra sûrement dans son quatrième court-métrage qui devrait arriver courant 2026. Mais bref, le premier, c'est pas le meilleur film, mais en tout cas c'est la porte d'entrée. Donc si vous arrivez à adhérer à l'intérêt graphique, aux références du premier Terrifier, si le film vous parle comme il m'a parlé, alors vous arriverez sans problème à rentrer dans l'univers des deux suivants, qui n'ont pas grand chose à voir, notamment avec l'intervention de fantastique très très bien amenée, mais en tout cas ils vont vous paraître vachement digestes si vous avez réussi à apprécier le premier film. Donc Damien Leone, c'est pas un branleur. Sur le deuxième, il s'est pas dit « Ok, je vais leur resservir 1h30 de la même chose, mais dans un autre lieu ». Non, il a doublé le budget, il a doublé le nombre de personnages, il a écrit des protagonistes, il a creusé le lore de son méchant pour en faire un vrai univers à part entière. Et il a redoublé d'inventivité pour les morts et pour aboutir sur un projet solide et cohérent de 2h30 d'une brutalité sans pareil. La saga Terrifier, c'est un déferlement de violence gratuite et comique et insolente, mais j'y reviendrai probablement un jour pour vous parler plus longuement de cette saga chère à mon cœur. Et enfin, le deuxième film, parce qu'il n'y en a que deux, c'est Headless. Ici, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Contrairement à Terrifier, on n'est pas dans une série Z, on n'est pas dans un hommage à la série Z, on n'est pas dans du second degré, et il n'y a aucune forme d'humour. Je préfère prévenir par contre, c'est vraiment pas fait pour tout le monde du tout. Bien au-delà de la violence graphique, les sujets abordés et l'ambiance du film sont extrêmement glauques, extrêmement gore et extrêmement violents. Vous êtes prévenus. Je vais vous en dire plus en vous pitchant rapidement le film parce que de toute façon, il n'y a pas 30 000 choses à dire, c'est assez répétitif. C'est l'histoire d'un père et son fils dont les visages sont recouverts d'une tête de mort et qui sortent chaque nuit en vadrouille. Leur vadrouille consiste principalement à tuer, décapiter des gens et à faire l'amour à leur tête morte donc. Ensemble, ils se livrent donc à toutes ces activités meurtrières et nécrophiles. Et le film est entrecoupé de flashbacks de l'enfance du père, un passé extrêmement violent et extrêmement traumatisant, censé nous expliquer pourquoi il en est venu à ça aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu le défaut du film, parce que quand tu rentres dans une violence aussi gratuite, en général, tu n'as pas forcément besoin d'explication. En tout cas, là, c'est le choix qu'ils ont fait. C'est un film que je trouve intéressant et plutôt fascinant dans sa manière de mettre en scène le glauque, par pur plaisir sadique certes, mais aussi par plaisir cinéphile. On n'est pas ici dans quelque chose qui voudrait nous faire croire à du réalisme. Ce n'est pas du found footage, on ne joue pas avec les frontières du réel. C'est très mis en scène, très graphique. Ces deux personnages, ils ont vraiment un caractère irréel, presque onirique. Donc on sait d'office qu'on n'est pas dans la promotion des activités auxquelles s'adonnent les personnages. Donc déjà c'est un film auquel moi je peux beaucoup plus facilement adhérer. Et c'est vraiment un film perturbant mais intéressant si on arrive à passer au-dessus de ce qu'il nous montre. Néanmoins, je réitère, les gens facilement oppressés, sujets à l'angoisse ou à ce genre de choses, c'est un film à éviter absolument. Voilà, on va s'arrêter là pour ce marathon parce que 2 c'est déjà beaucoup pour des films aussi violents. Et puis après, les autres que j'ai pu trouver ou auxquels j'ai pu penser, c'est des choses qui sont soit trop connues, soit que j'ai pas vues. Donc The Human Centipede, c'est vraiment nul. Saw, c'est pas dingue non plus et c'est très connu. Et après, il y a Serbian Film et Snuff, je sais pas quoi, que vous pourrez aller voir de votre côté. Ils sont trouvables absolument partout et tout le monde en parle tout le temps. Mais moi, je voulais attirer votre attention sur ces deux films-là qui sont soit pas assez connus, soit trop critiqués à mon goût. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette soirée marathon Halloween et surtout n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des films, soit si vous les avez déjà vus de base ou soit si vous les découvrez grâce à moi. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo beaucoup plus classique avec ma mère pour les recommandations du mercredi. Bonne soirée.